Bon, alors, bienvenue, merci d'être là. Alors, dites-moi, on va commencer par vous qui êtes là d'abord, avant de répondre aux questions de ceux qui ne le sont pas. Qui est-ce qui aurait des retours d'expérience ou des choses à demander? Oui, Alors, bon, allez. vas-y Marlène. Ah, bah, ok, merci. Moi, c'est une petite expérience là, qui m'est arrivée. J'ai fait une séance avec un enfant et c'était très rigolo parce qu'en fait, j'étais en train d'essayer de travailler avec lui et ce qu'on me fait, ben non, en fait. Alors, je regarde, je fais, ben non, non, je ne veux pas faire ça. D'accord, donc j'ai arrêté tout de suite. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, il venait pour un comportement qui était soi-disant gênant. Et du coup, je lui ai dit, mais alors en fait, ok, tu veux pas, mais en fait, ça ne dérange pas tant ça. Elle me dit non. Ok, alors, c'était les parents qui étaient dérangés. Donc, j'ai dit, on travaille sur autre chose, c'est pas grave. Pour l'instant, ça lui servait. Donc, on a pu travailler là-dessus, sur le fait que ce qui dérangeait ses parents, lui, ça lui servait à quelque chose et qu'il n'avait pas du tout envie qu'on y touche. Et c'était rigolo parce que quand j'ai commencé à faire exercice, la souris m'a regardé, non, en fait, non, j'y vais pas. Moi, j'ai dit, ok, super, on n'y va pas, on fait autre chose. Et ça a permis du coup de dire, lui, pour l'instant, ce comportement-là, il en a besoin. Quoi. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait entre la différence de l'objectif de l'enfant et de l'objectif du parent. J'ai eu comme ça qui venait pour de l'énurésie et à un moment donné dans la séance je voyais qu'il faisait la tête en fait au fur et à mesure qu'on faisait quelque chose et je lui dis mais tu veux que ça continue? Il me dit oui, je veux que ça continue. Donc devant ses parents il a fait oui je veux que ça s'arrête, etc. Et puis après il dit si je veux que ça continue. Donc je lui dis tu veux que ça continue jusqu'à quand? Et donc il a 7 ans et il m'a dit jusqu'au printemps. Et le printemps prochain, c'est quand il aura 8 ans. Donc je lui dis alors jusqu'à ce que tu aies 8 ans, il me dit oui, voilà. Et j'ai dit à 8 ans, ce sera bon, ça pourra s'arrêter. Il me fait oui. Donc à un moment, c'est que comme tu dis, ça sert à quelque chose et qu'en fait, ça ne le gêne pas plus que ça. Donc après, on a 2 options. Soit on peut rendre ce comportement gênant. Donc, c'est-à-dire que ça le dérange d'une façon. Par exemple, pour l'énurésie, ça peut être d'enlever les couches, de faire en sorte que ce soit lui qui change les draps, de faire en sorte que ce soit lui, que ça le dérange pour qu'il ait envie de changer. Après, selon le comportement, je ne sais pas c'était quoi dans ton cas, Marlène. Alors, attends que je me souvienne parce que depuis le temps, je mélange un peu. Oui, je comprends. Des fois, ça peut être que justement la réaction des parents face à ce comportement est tellement gênante pour lui ou tellement désagréable que finalement il va vouloir changer, non pas parce qu'il veut changer de comportement, mais parce qu'il veut qu'on arrête de lui crier dessus, parce qu'on arrête de le punir ou qu'on arrête de le reprendre par rapport à ça. C'est ça, c'est plus. Et puis pour adhérer aussi à ce que veulent les parents, plus aussi. C'est ça. Donc de pouvoir à ce moment-là lui proposer de pas de changer son comportement, mais de changer quelque chose pour que ses parents ne l'embêtent plus par rapport à ça. Donc, par ricochet, de changer le comportement. Ou alors de se dire, bon, c'est comme ça, et de dire aux parents, voilà, pour l'instant, la situation elle est comme ça, et puis revenez me voir quand ce sera le bon moment pour lui. Ça me rappelle le cas d'une petite fille qui était hyper mignonne, qui avait des grands yeux bleus, des longs cheveux blonds, bien tressés, qui était bien habillée, qui était toute mignonne, qui était absolument gentille, qui était toute douce, qui était une espèce de petite poupée. Et son père me l'a emmenée parce qu'elle se rongeait les ongles. Et donc, ça angoissait beaucoup sa mère, qui elle-même se rongeait les ongles petites et qui avait ensuite beaucoup de mal à l'adolescence à se débarrasser de ça et ça l'avait fait beaucoup souffrir, etc. Donc, elle ne voulait surtout pas que sa fille souffre à cause de ça. Et sa fille, elle n'avait pas envie d'arrêter. Elle ne voyait pas pourquoi elle arrêterait. Et donc, je demandais à son père, je posais des questions, est-ce qu'elle se met en colère? Non, elle ne se met jamais en colère. Qu'est-ce qu'elle fait quand on rentre de l'école? Elle va jouer dans sa chambre toute seule. Une petite fille parfaite qui n'existe pas, en fait. Donc, qui était autonome, gentille, agréable avec son petit frère, qui travaille bien à l'école, qui est toujours douce, qui fait toujours tout ce qu'on lui demande, etc. Donc, j'ai essayé de
de faire prendre conscience au papa quelle chance il avait d'avoir cette petite fille et que peut-être si finalement elle se rangeait donc ce n'était pas grave, ce n'était pas important et que peut-être il pouvait lui laisser ce petit défaut-là, pour peu que ce soit un défaut, et de considérer tout le reste de ses qualités comme des choses importantes et que si après, plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte, elle avait envie de se débarrasser de ça, avec l'hypnose, c'était facile et que souvent une séance, ça suffisait et que ce n'était pas la peine de l'embêter pour un moment avec ça. Donc, parfois, il y a des choses qui ont besoin d'être là parce que justement, c'était le seul truc qui n'était pas tout à fait pile poil dans ce qu'on attendait d'elle. Donc, peut-être qu'elle avait quand même besoin de cette petite liberté-là. Oui, Valérie? Et du coup, tu l'as dit devant la petite fille. Ouais. Tout était, voilà, j'ai pas fait sortir le papa en fait. Oui, enfin, et c'était surtout la petite fille du coup qui a entendu ce que tu disais. Ouais, elle était bien contente. Elle était bien contente que je dise ça. D'entendre qu'elle avait tant de qualités. Ouais. Il me dit, ah, mais on sait qu'on a beaucoup de chance et tout, juste parce que vous savez, des enfants qui jouent tout seuls dans leur chambre, qui font bien leurs devoirs, avec qui ça va bien à l'école, qui ont des amis. Enfin, elle avait le tableau complet de tout ce qu'on a envie d'attendre d'un enfant, si on peut dire. Et elle dit, oui, je sais, mais bon, il y a ça. Je dis, oui, d'accord, il y a ça, mais en fait, est-ce que ça lui fait mal? Non. Est-ce que ça pose un problème autre part? Non, il me dit, non, mais c'est sa maman, ça l'inquiète beaucoup. Je dis, vous pouvez dire à sa maman que plus tard, quand elle aura envie, parce qu'elle-même, sa maman, quand elle était petite, elle n'avait pas envie que ça s'arrête, c'est ensuite. Donc, elle avait peur que plus sa fille allait ronger ses ongles, plus ce serait dur pour elle de s'arrêter. Donc, je lui ai expliqué que ça ne marchait pas comme ça et qu'on peut avoir des choses depuis des années et des gens, ils fument depuis 40 ans et puis du jour au lendemain, ils arrêtent. Donc, c'est pas la durée du symptôme, du problème qui fait la durée du temps qu'on met à s'en débarrasser ou à changer. Donc oui, tout à fait, devant la petite fille, et j'ai bien insisté, comme quoi c'était vraiment, il avait beaucoup de chance ou beaucoup de mérite, je ne sais pas, d'avoir cette petite fille-là, aussi mignonne, aussi gentille. On va voir, est-ce qu'ils reviendront ou pas, qu'est-ce qu'ils en feront ou pas, voilà. Mais oui, les enfants peuvent très bien ne pas du tout vouloir changer, complètement. Marlène, merci pour cet exemple. C'était Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors moi, j'ai pas expérimenté tout autant que j'aurais souhaité le faire, mais quand même, j'ai eu l'occasion de tester l'ancrage avec un enfant par rapport au stress des évaluations. Voilà. Et donc, ça a été hyper rapide, efficace. Voilà. C'est comme si c'était plus un sujet. Donc, c'était chouette de voir la façon dont ça vient rejoindre un peu, en tout cas, ce que tu nous disais à partir du moment où c'est OK. Et pour l'enfant, voilà, on n'a pas besoin d'y passer des heures, de remarteler. Voilà, ça peut être très fluide. C'est ça. Et rapide, voilà. Donc, il y avait ça. Et je l'ai également fait avec un adulte parce que vraiment, sur le moment, c'était, je faisais du lien avec l'accompagnement et c'était aussi intéressant de voir que finalement, là aussi, à partir du moment où c'était OK, ça pouvait vraiment apporter quelque chose et renforcer des choses qu'on avait travaillées justement avant. Voilà. Et les histoires et les dessins, ça c'est quelque chose que j'ai pu encore réutiliser. J'aime beaucoup les histoires métaphoriques, on voit ô combien voilà, ça vient rejoindre dans l'imaginaire et je trouve que ça fait aussi beaucoup de bien, enfin en tout cas je parle pour moi, aussi finalement de repasser par cette partie histoire, métaphore. Voilà, je pense que voilà, ça nous fait aussi avancer nous adultes, hein, c'est pas que réservé à l'enfant. Oui, bien sûr. Voilà, mais j'espère pratiquer encore plus, tout simplement. Donc oui, l'ancrage, bien sûr, avec les adultes, tout à fait. Et ce qu'on peut dire aux adultes, en plus, je dirais, qu'aux enfants, c'est qu'ils peuvent recharger leur encre. Donc, par exemple, s'ils ont une encre, je ne sais pas, de réussite ou de confiance ou je sais pas, on va dire de confiance, et que c'est comme ça, à chaque fois qu'ils vont ressentir un moment de confiance naturel qui va se produire dans leur vie, ils peuvent réappuyer sur leur ancrage pour le recharger et le rendre encore plus fort. Et comme ça leur permet de le rebooster par eux-mêmes sans qu'ils aient besoin de nous voir pour pouvoir l'amplifier à chaque fois qu'ils vivent directement une expérience qu'ils ont là. Et donc, ils savent qu'ils ont cette chose-là à disposition, ils peuvent et s'en servir et la recharger et l'amplifier
de façon autonome. Ok, super. Voilà, pas de questions particulières du coup. D'accord. Alors, j'avais une D'accord. question, du coup, ça me fait penser par rapport aux histoires métaphoriques. C'était Manon qui me demandait qu'est-ce que ça voulait dire, enfin, comment on utilisait le « à cause de cela ». Vous savez, dans la formule un peu magique pour reconstruire ces histoires métaphoriques, il y avait « il se passe ça, il y a quelque chose qui est déclenché, et à cause de cela, et à cause de cela ». Donc, cette formulation, elle peut induire que c'est des conséquences négatives qui se passent, parce que c'est à cause et c'est pas grâce. Mais en fait, bon, déjà, c'est pas très important, on peut dire grâce, on peut dire à cause. Et si ça a été mis comme ça dans cette formule, c'est pour dire que le déclencheur, il va justement déclencher des conséquences, et c'est ces conséquences qui vont finir par produire ce changement. Donc, soit on raconte une histoire où le déclencheur, il produit directement le changement positif, à ce moment-là, on dit grâce à ça, soit le déclencheur, il va produire un changement qui n'est pas forcément positif au départ et qui, par ses conséquences multiples, va faire que ça va arriver à un changement positif en fin de compte. Donc, c'est la petite subtilité de ces « à cause de » ou « grâce à ». Après, ça reste un cadre vraiment pour se faciliter dans son esprit, pour avoir la structure, mais on peut bien sûr le modifier et le changer. L'idée, c'est qu'il y a un point de départ, quelque chose qui change, et un point d'arrivée qui soit différent du point de départ. C'est ça qui est important. Après, la façon par laquelle on y va, c'est pas forcément hyper essentiel. Toi aussi, Fanny, tu utilises les outils avec des adultes, tu me disais? Alors oui, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion d'essayer avec des enfants. Donc, j'ai fait avec des adultes, parce que j'avais hâte d'essayer, évidemment. Donc, c'était très drôle. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. Ça, moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. Donc, oui, ben, je pense à une dame angoissée, pas bien, malheureuse, triste, qui allait pas bien, bref. Et surtout la veille au soir, donc elle est arrivée en me disant ah, heureusement que je viens te voir, ok. Donc on a fait le nuage, on a soufflé, et il est parti plus loin que mon jardin, bien au bout, et puis la cabine d'essayage, et puis ensuite on a sauté dans le cercle, et puis aussi avec d'autres en fait, hein. Oui. Parce que j'ai tellement apprécié, en tout cas ça, surtout les nuages, la cabine, et sauter dans le cercle, et ressortir et rentrer là dans le cercle. Oui. Donc finalement, ils ont tous eu droit, surtout qu'il fait beau et que sur la terrasse au soleil, c'était génial de crier et de hurler et de sauter. Et ça leur a fait un bien, mais c'est inimaginable. Franchement, sur le papier, c'est venu comme ça, j'ai dit non, là, c'est sûr. Et c'est extraordinaire avec des adultes. Et elles ont vraiment adoré, toutes, 100%. Okay. Par contre, ce que j'ai pas osé encore faire, parce que je crois que j'étais pas bien à l'aise avec, si on a 5 minutes de le revoir dans les grandes lignes, je me suis dit, bon, ben, j'attendrai le 28 juin, justement pour te le redemander. C'était, alors attends, parce que je me sentais pas à l'aise, et j'ai dit, franchement, il faut que je le revoie, mais vu, fait par toi. Changer un comportement, genre arrêter de faire quelque chose. L'histoire des deux mains, de la partie responsable, la partie créative. J'ai pas envie de me lancer tant que je l'avais pas revu si tu as 5 minutes. Bien sûr, parce que c'est important, c'est vraiment un protocole hyper important, hyper utile, que moi, personnellement, j'utilise absolument tout le temps. Enfin, un de ceux que j'utilise le plus. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Donc, ça s'appelle le recadrage. Enfin, le nom officiel, c'est le recadrage en transe ou le recadrage en 6 pas. Ça existe des 2 versions. Donc, ça consiste à faire appel à la partie de la personne qui est responsable du comportement qu'elle veut changer. Donc déjà, en faisant ça, on montre à la personne que ce n'est pas elle qui va changer, c'est une partie d'elle qui a ce comportement. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui est en quelque sorte responsable de ce comportement, que ce soit justement de se ronger les ongles, de fumer, d'être en colère, de faire quelque chose qui est soi-disant pas bien. Ce n'est pas elle qui est responsable, c'est une partie d'elle. Donc déjà, rien que le fait de dire c'est une partie de vous, eh bien, ça va la soulager. Donc là, la particularité, c'est que l'idée avec les enfants, avec les ados, c'est de lui demander de mettre la partie dans une de ses mains pour la concrétiser de façon un peu plus visuelle, on va dire. Donc, on peut lui dire dans laquelle de tes mains tu mettrais la partie de toi qui te fait avoir ce comportement. Ils disent à droite, à gauche, voilà. Donc, OK, elle est là. Donc, cette partie qui est responsable de ce comportement, elle va identifier
l'intention positive qu'il y a derrière ce comportement. C'est-à-dire que, comme disait très justement Marlène tout à l'heure, si ça reste, ce comportement, c'est que ça sert à quelque chose. Donc, on peut utiliser le terme d'intention positive, on peut utiliser le terme de à quoi ça sert, à quoi ça te sert. Et même si toi, tu ne sais pas à quoi ça te sert, cette partie-là, elle va savoir, parce que c'est elle qui a créé le comportement. Donc, l'intention positive. Et tout le protocole, il est fait à partir de cette intention positive. Et c'est parce que le comportement, il a une intention positive qu'il ne change pas. C'est-à-dire que si la personne, ça ne lui apportait rien de se ronger les ongles, ou l'enfant, ça ne lui apportait rien de sucer son pouce, ça fait longtemps qu'il aura arrêté. D'accord? C'est parce que ça lui sert à quelque chose. C'est pas bien, il faut arrêter. J'ai accompagné ce matin une petite fille à l'école qui suçait son pouce et elle me disait « Mon pouce, c'est mon plat préféré. » Ça m'a trop fait rire. Je trouvais ça trop mignon. C'est mon plat préféré que j'adore. Et son grand frère lui disait « Il faut quand même que tu arrêtes parce que tu vas passer au CP. Et au CP, il ne faut pas sucer son pouce. » Elle dit « Ouais, mais c'est mon plat préféré. » Donc, ça apporte quelque chose, d'accord? Donc, ça apporte quelque chose, c'est l'intention positive. L'intention positive, ça peut être du calme, ça peut être de l'apaisement, ça peut être n'importe quoi. On n'a pas besoin de le savoir. Donc, la partie, elle est là, dans la main, et elle identifie à quoi ça sert. Donc, pour qu'on sache qu'elle l'a fait, on peut dire à l'enfant, à l'ado, quand la partie, elle sait à quoi ça sert, tu vas sentir quelque chose dans ta main, une lourdeur, une chaleur. Très souvent, il y a un doigt qui bouge comme ça, un doigt qui bouge de façon complètement inconsciente. Hop, on dit ok, ça y est, elle sait. Elle sait. Donc, ça renforce la dissociation entre l'enfant, l'ado et sa main. Donc, déjà, il est en hypnose, en fait, par ce principe de dissociation. Ensuite, on lui demande de mettre dans son autre main la partie de lui qui est créative, qui a de l'imagination, qui a des idées. Donc, si pendant l'anamnèse, le questionnement du départ, il vous a dit qu'il aimait dessiner ou il aimait raconter des histoires ou qu'il aimait je ne sais pas quoi, et ben, vous pouvez dire cette partie-là là, qui fait que tu dessines, que tu inventes des histoires, cette partie créative, qui sait inventer des choses, qui a de l'imagination, tu la mets là. Et de la même façon, quand elle va arriver là, la partie, hop, ta main, elle va descendre un petit peu, ou elle va devenir un peu plus chaude, ou il va y avoir un petit signe qui va se produire. Ensuite, la partie responsable, elle va donner à la partie créative toutes les informations qu'elle a sur à quoi ça sert. Elle lui donne. Donc, elle lui donne comme ça. Et de la même façon, quand elle a fini de donner, la main, elle devient un peu plus lourde, il y a un petit doigt qui bouge, il y a quelque chose qui se passe. Pour que la partie créative, elle sache à quoi ça sert, en fait, ce comportement. Et donc, en général, ils font ça, ça marche. L'autre jour, j'ai eu un enfant, il a fait comme ça. Ça a duré 3 minutes. Le temps, il y avait beaucoup de trucs à donner. Ça a duré vraiment longtemps. Je dis, bon, je pense que c'est bon. Donc, hop, la partie créative, elle a reçu les informations. Et c'est à partir de ces informations, parce que maintenant, elle sait à quoi il sert le comportement, qu'elle va pouvoir créer de nouveaux comportements qui vont répondre à cette intention positive, qui vont lui permettre de garder ce à quoi ça sert. Donc, si on prend quelque chose de concret, elle suce son pouce parce que ça lui permet de s'apaiser. Et la partie créative, elle va trouver d'autres façons pour qu'elle s'apaise. Donc, ça peut être soit de faire un câlin à son ours, soit de faire quelque chose, soit de faire rien, mais de simplement avoir accès à cet apaisement naturellement, sans qu'il y ait besoin de passer par un pouce, un doudou, un truc ou un machin. Ça peut être d'y aller direct. On ne sait pas. Elle va créer, parce qu'elle a de l'imagination, parce qu'elle est créative, elle va créer 6 nouvelles manières de faire. Donc, 6, c'est pour avoir du choix. Ensuite, à partir de ces 6, elle va, une fois qu'elle a les 6 choix, c'est pareil, il y a un petit signe, un machin, un truc qui fait que les 6 choix sont là. Une fois qu'ils sont là, elle les redonne à la partie responsable, parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ça, donc c'est elle qui va les sélectionner. Tu m'arrêtes si ce n'est pas clair. Oui, okay. Donc, elle a ses 6 choix, cette partie responsable, cette partie qui a créé ce comportement, et elle va examiner, elle va les passer en revue en déterminant lesquels sont les mieux, selon elle, puisque c'est elle qui a tout créé, donc c'est elle qui sait. En fait. Donc, elle va sélectionner d'abord les 3 meilleurs choix, et puis après, le meilleur choix. Donc là, on a maintenant un choix, un nouveau comportement, ou une nouvelle façon de faire qui permet à la personne de répondre à l'intention positive de départ. Ok, quand elle a trouvé ses 3 choix, puis ensuite le choix, voilà. Il y a une sorte de signaling de... Pareil, c'est un doigt qui bouge, un truc, un machin un doigt qui bouge, qui ouais, dit qu'elle a montre que c'est bon. Et là, ensuite, on propose à l'enfant de visualiser comme sur
un écran comme sur un téléphone pour en fait, tu sais, c'est ce fameux apprentissage par l'hypnose, c'est d'abord on regarde le changement et après on plonge dedans. C'est toujours le même truc. D'abord en dissocier, après en associer. Donc pour faire ça, on va lui proposer de regarder dans un écran exactement ce qui se passe pendant les 15 prochains jours pour tester en fait, pour se voir en train de faire, de vivre normalement, de se coucher, de se lever, de faire tout ce qu'il a à faire avec ce nouveau comportement. Et même si lui, il ne sait pas ce que c'est pas grave, il regarde le changement qui est en place. Une fois qu'il a bien regardé, eh bien, il va plonger dans le film, comme pour rentrer à l'intérieur, donc dans sa tête, dans son ventre, où on veut, un petit geste comme ça qui fait qu'il rentre dans ce changement pour pouvoir sentir, pour pouvoir goûter, pour pouvoir savourer, pour pouvoir avoir toutes ces sensations associées de qu'est-ce que ça lui fait d'avoir changé ça. D'accord. Et d'expérimenter, et de sentir, et de ressentir, et d'avoir les émotions, les sensations, etc., qui fait que il peut déjà comprendre l'intérêt qu'il a à avoir ce changement, puisque ça lui fait du bien, en fait, c'est ça l'idée. Et ensuite, dernière vérification, dernière étape, c'est de vérifier que toutes les parties de la personne sont OK pour que ce changement ait lieu. Ah oui. Donc ça, c'est la dernière étape. Et pour ça, soit on peut mettre en place un signe, du coup, avec un oui, avec un non. Et en général, comme l'enfant, il est déjà bien parti, c'est assez facile d'avoir ce signe. Et de dire, voilà, maintenant, on rassemble toutes les parties de toi pour savoir si elles sont d'accord. Est-ce qu'elles sont d'accord pour que ce changement se mette en place? Oui. Et si elles ne sont pas d'accord, ça dit non. Et si elles ne sont pas d'accord, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas d'accord. Et donc, soit on lui demande qu'elle modifie un petit peu le comportement pour qu'elle soit d'accord, ce qui est le plus simple, pour qu'on ait à la fin cet accord où tout le monde et tout le monde travaille ensemble. Donc, c'est un peu long, il y a pas mal d'étapes, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que ça prend en compte tout le système de la personne, en fait. Ce n'est pas juste il y a un comportement qui dérange, on l'enlève, c'est il y a un comportement qui dérange, on comprend que ça sert à quelque chose, on va chercher une autre façon d'avoir cette chose-là et on va l'apprendre en regardant et en s'imprégnant. Et du coup, on met en place tout ce processus de changement. Il n'y a pas d'induction avant? Non. C'est direct? Ouais. Donc, du coup, quand elle fait ça, qu'elle passe de l'un à l'autre, c'est des questions bêtes, hein, mais il n'y a pas d'induction avant. Juste, OK, on lui fait imaginer. Quelque part, l'induction, elle est dans le moment où il imagine que. C'est ça, à partir du moment où il sent, si tu veux, la présence de cette partie-là dans sa main, c'est déjà l'induction, finalement. C'est déjà l'induction, voilà. D'accord. Donc après, si tu le fais avec un adulte, parce que ce protocole, il existe pour les adultes, il est très, très utilisé, et bien à ce moment-là, il y a une induction qui est nécessaire. L'adulte, il sera moins, ce sera moins facile de faire ça comme ça avec les mains, avec l'adulte. Par contre, avec les ados, ça marche super, les enfants aussi. OK. Ensuite, parce que quand ensuite il transvase d'une main à l'autre main, là, quelque part, cette main, elle fait ça de façon consciente. Tout à fait. Mais la sensation qui est là quand ça arrive ici, eh ben, c'est une sensation inconsciente. D'accord, OK. J'ai compris. C'était ça ce qui me dérangeait. Je n'avais pas compris s'il y avait aussi une induction avant, pas avant. Et cette main qui passe là, pour le coup, est-ce qu'elle se rapprochait comme des mains de Rossi? Non, c'est pas aussi compliqué que ça. Petit à petit, et quand la main est là, alors… En fait, il est un peu actif, l'enfant, tu vois, dans le processus. Il participe au truc, tu vois, même quand il met ses mains comme ça pour visualiser. Donc, des fois, quand les enfants visualisent, ils ont envie de fermer les yeux. Ce qui est logique, en fait. Donc, moi, je propose ça parce que c'est un peu genre… Tu vois, tu regardes sur un téléphone, tu as envie, tout ça. Oui. Mais souvent, si tu vois qu'ils font un peu ça, tu veux dire, et tu peux regarder avec les yeux fermés parce qu'on voit encore mieux avec les yeux fermés. Et puis, sur l'écran de tes paupières, ou tu vois avec les yeux à l'intérieur, enfin, ce que tu veux, parce que c'est souvent ça qu'ils ont envie de faire, tu vois, de pouvoir je le comprends mieux. Je le comprends mieux là parce que peut-être le temps avait passé. Je l'ai pas fait. Oui, puis il y a beaucoup d'étapes, donc il faut bien les connaître. Mais après, ça reste logique. Sinon, on peut expliquer ça aussi comme, vous savez, quand on fait une publicité, il y a la société qui veut avoir la pub pour sa marque et elle fait appel à une équipe de créatifs. Et elle va donner à l'équipe de créatifs le cahier des charges. Pour qu'ils fabriquent la publicité en fonction de leur cahier des charges. Et après, une fois qu'elles ont fait plusieurs publicités, cette équipe de créatifs, elles vont voir la marque, elles disent c'est quelle publicité que vous préférez. Tu vois, c'est vraiment ça. Il y a ceux qui savent, mais ils ne savent pas créer. Donc, ils font appel à des gens qui savent créer en leur donnant toutes les informations nécessaires. Ceux qui savent créer, ils créent. Et après, ils redonnent à
à la société Choisis. qui commande et c'est elle qui choisit et qui détermine quel est le meilleur. Et puis après, on fait un test produit, on regarde si ça marche, Ouais. on fait d'un panel de consommateurs, on regarde ce que ça fait et puis on met en marche. D'accord. Donc, Merci beaucoup. ça permet de bien avoir les étapes en tête. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir, parce que c'est important ce protocole-là. Je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps avec un garçon, je crois que vous en avez parlé, qui faisait comme ça, hey, qui avait Ah ce oui. tic, voilà. Donc je l'ai revu. Alors c'était drôle parce que je l'ai revu, donc amené par son père, et son père, il me dit, bah écoutez, en sortant de chez vous, on ne sait vraiment pas pourquoi, ça s'est complètement arrêté pendant 3 semaines, mais on ne voit pas pourquoi. Donc le monsieur, il m'amène quand même son fils pour ce tic. On fait quand même quelque chose pour que le tic s'en aille. Le tic s'en va et dit, mais on ne voit pas du tout pourquoi. Peut-être, non, je ne sais pas, il n'y a pas eu de changement. Non, il n'y a rien eu, on ne comprend pas. C'est vraiment bizarre. C'est très curieux. Donc bon. Et donc, c'était complètement parti pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis, c'est revenu un petit peu moins, mais c'est revenu quand même. Donc, en général, quand ça revient comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait au point. Donc, ce petit garçon, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, petit garçon, il a 12 ans, il était assez malmené, maltraité par son grand frère, qui lui faisait un peu la misère à la maison. Donc, les parents ont parlé au frère, apparemment, ça s'est un petit peu arrangé, mais il continue quand même à l'embêter et à l'embêter un peu plus que ça, puisque très souvent, il vient dans sa chambre, il lui fait des doigts d'honneur, il l'insulte avec des gros mots, des trucs, bon. C'est pas rien, quoi. Et donc j'ai reparlé au père comme quoi ce serait peut-être intéressant qu'il demande à son grand-fils de quoi il aurait besoin pour pouvoir, si c'est une histoire de jalousie, pour pouvoir justement se sentir aimé ou se sentir apprécié ou se sentir… Parce que son père, il me racontait que quand le petit est né, le grand frère, il a eu un zona sur tout son corps, ce qui prouve bien qu'il n'était pas content que le fils naisse. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi en fait? C'est pas parce qu'il n'est pas content qu'il a raison de ne pas être content. C'est pas parce qu'il a fait ce zona qu'il a raison de le maltraiter et que c'est normal. Donc à un moment donné, si lui, il ne supporte pas son petit frère, et qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il pense que ses parents vont arrêter de l'aimer? Ce qui est en général le cas. Est-ce qu'il pense qu'il est moins important parce que son petit frère est là? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il se dit qui fait qu'il a besoin d'embêter ce petit frère? Donc j'ai essayé d'expliquer au papa qu'est-ce qu'il pouvait poser comme question à son ado, parce qu'il a 16 ans et demi, le grand, pour savoir de quoi il a besoin et pour pouvoir lui donner de quoi il a besoin. Et après ça, j'ai proposé au petit frère de s'entraîner à répondre en fait à son grand frère. Je vous avais parlé un peu des histoires d'harcèlement. Là, on est un peu dans un cas d'harcèlement interfamilial. Donc, de pouvoir lui répondre selon la fameuse technique là, de Philippe Haïm, de son livre, qui explique en fait ce qui fait que ça fonctionne. L'arrêt de l'harcèlement, c'est parce que le harcelé arrête de montrer qu'il est touché par ce qui se passe. Donc là, le matin même, le grand frère avait dit ouais, toi, t'as école, moi, j'ai pas école, j'ai fini mon école, alors que toi, t'as école. Et l'autre a fait ouais, arrête de m'embêter. Il s'était monté, il s'était disputé. Donc je dis dans ce genre de cas, quand il te dit ouais, moi, j'ai école, et toi, t'as pas école, tu lui dis oui, oui, c'est vrai. C'est terminé en fait. L'autre, il ne peut pas remonter. Oui. Il n'y a rien à redire de plus. Oui, c'est vrai, et alors? Et c'est tout. Et comme ça, il n'est ni en train de l'agresser, ni en train d'essayer de se défendre, ni en train d'essayer de le faire arrêter. L'idée, en fait, c'est que l'autre, il a le droit de dire ce qu'il dit. Même si on n'est pas d'accord, même si on ne trouve pas ça juste, même si on ne trouve pas ça correct, même si c'est méchant, il a le droit de le dire. Donc, le fait de dire « Ok, d'accord, ok, si tu veux, ou oui… du coup, l'autre, il ne peut plus s'appuyer, parce qu'en fait, il s'appuie parce que ça fait comme ça. Mais s'il n'y a plus rien, ça fait bip, et ça s'arrête. Donc voilà, et par rapport au doigt d'honneur, je lui disais que quand il arrive, il te fait un doigt d'honneur, tu fais « Ah, dis donc, tu fais super bien les doigts d'honneur. Tu arrives vachement bien à le faire. On le voit bien, c'est très clair, c'est super bien fait. » Alors, du coup, il a rigolé. Tu penses tu vas pouvoir lui dire ça? Il me dit « Oui, je pense. » Je lui dis « Je pense que si tu lui dis ça, après, plus jamais il te fait le doigt d'honneur. » Mais tu peux même lui dire, est-ce que tu peux m'apprendre? Parce que moi, je ne le fais pas aussi bien. Est-ce que tu peux me dire, parce que j'arrive pas bien à positionner mes doigts comme toi, j'aimerais bien que tu m'apprennes. Donc là… L'autre, il s'en va, là, c'est sûr. Là, tu refermes la porte. Tu refermes la porte, il va aller embêter quelqu'un d'autre, il va chercher autre chose. Tu voulais dire, pardon, quelque chose, Valérie, du coup, je suis partie sur cette histoire.
Oui, après, c'est très intéressant de t'écouter, hein. Non, je voulais juste te dire que du coup, j'avais utilisé le coup avec les mains. Alors, Oui, avant de faire la formation de ce week-end, hein, avec une adulte, parce qu'on a eu des gros orages. Alors, je ne sais pas si vous aussi, mais nous, on a eu des gros oui. orages. Et j'ai ma petite voisine qui est une amie, mais qui est phobique des orages. Et du coup, tous les jours, elle venait garer sa voiture chez moi. Et puis, bon, elle passait un petit moment ici. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, on essaye. Et bon, elle a beaucoup de peur. Elle a d'autres peurs, hein. J'ai dit, écoute, on tente. Et du coup, on a fait pour la peur de l'orage. Mais je me dis que certainement, ça va déclencher autre chose sur d'autres peurs, puisqu'elle a des peurs qui sont, pour une jeune adulte, ça peut être alors pas risible, hein, attention, mais par exemple, elle a peur du Père Noël, des choses comme ça, qui sont quand même très anciens et plein de petites peurs comme ça, en fait. Donc j'imagine que cette peur de l'orage, qui d'ailleurs ne lui appartient même pas, parce que ça appartient à sa mère et à sa grand-mère, hein, mais certainement que si ça travaille sur sa peur de l'orage, ça va travailler sur ses autres peurs, j'imagine. Alors, quand tu dis travailler, ça veut dire ça va Ça quoi va là? travailler, enfin, son inconscient et Oui, la séance qu'on a fait. oui. En général, quand il y a une peur qui s'apaise, ça peut apaiser d'autres peurs par ricochet. Et les autres. Après, alors je réfléchis si ce processus-là, il est adapté pour les peurs, pourquoi pas. L'idée de la peur, c'est quelque chose qu'on apprend. En fait, on apprend à avoir peur et on peut désapprendre à avoir peur. Donc, Mieux fait est-ce qu'il y a une l'exercice de intention positive de la peur? Je ne sais l'ancrage. pas. Pardon? Tu aurais plus utilisé le désancrage-ancrage à ce moment-là? Alors, ça peut être ça, si c'est pas trop fort. Tu dis que c'est assez fort quand même chez elle, Ouais, cette ouais, chose-là. oui. Ouais. C'est très, très Donc, à ce fort. moment-là, ce serait Mm. plutôt, je ne sais pas si tu connais ce protocole de la double dissociation, qui est vraiment du coup réservé aux phobies, aux très grandes peurs, où du coup, on apprend au cerveau à regarder les choses autrement, en fait. D'accord. Mais à voir s'il y avait une intention positive de la peur. Après, on peut utiliser les sous-modalités aussi. Ça peut être assez bien, notamment par rapport, quand tu parles de la peur du Père Noël, si tu veux, c'est la représentation, c'est souvent ça la peur, c'est la représentation qu'on a des choses qui nous fait peur. Donc, comment est-ce qu'elle se représente ce Père Noël et comment elle peut transformer cette représentation pour plus que ça lui fasse peur. Donc, tu parlais d'orage, ça me fait penser à un petit garçon que j'ai eu aussi entre-temps, là, à qui j'avais fait, je sais plus c'était quoi, des cauchemars ou je sais pas quoi. Donc, je lui avais fait dessiner et puis transformer le dessin, vous savez, en quelque chose de plus sympathique. Donc, c'est le dessin, soit on déchire, on dessine autre chose, soit on peut transformer directement ce qui fait peur ou ce qui dérange avec des modifications du dessin. Et donc, lui, il est rentré chez lui, ce qui s'est passé après, et au moment des orages, il avait super peur, et sa maman lui a dit, bah, dessine les éclairs et tout ça. Et donc, il a dessiné les éclairs, et je trouvais que ce qu'il avait fait, c'était génial. Je lui ai dit, je vais m'en servir. Il a transformé les éclairs des orages en éclairs au chocolat. C'est bien. Et du coup, bah, les éclairs au chocolat, bah, ça fait pas peur, c'est bon, c'est sympa, on a envie d'en avoir. Et du coup, bah, voilà, ça a désamorcé sa peur des éclairs, parce que pour lui, maintenant, des éclairs, c'est des éclairs au chocolat. Donc, c'est de pouvoir transformer ça. Donc, peut-être que ce soit par le dessin ou que ce soit par, tu vois, d'une autre façon de pouvoir lui apprendre à voir les choses différemment. Donc, justement, j'avais une question là-dessus, donc je rebondis. C'était bah, justement l'autre Valérie qui demandait, je crois que c'est elle, oui, les sous-modalités. Elle disait que ce n'était pas très clair justement comment on utilisait les sous-modalités. Donc, par rapport à ta voisine, c'est ta voisine, c'est ça? Donc, du Père Noël, tu peux... alors, les sous-modalités, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être les sous-modalités, ce dont j'ai parlé dans la formation, c'est les sous-modalités sur une sensation. Donc, à ce moment-là, c'est de faire une image de la sensation. Donc, une boule dans le ventre, un étau sur la tête, quelque chose qui représente la sensation qu'on a. Et à partir de cette représentation qui, du coup, devient une image, une boule, un étau, un poids, un casque, quoi que ce soit, on va transformer cette image pour que la sensation se transforme. Donc, la boule, on va pouvoir demander quelle couleur. On va demander le plus de détails possible pour savoir exactement comment est cette image. Et ensuite, on va proposer une modification
de ses caractéristiques. Donc, soit la modification de la couleur, la modification de la taille, la modification de la matière. Souvent, le plus simple, c'est de commencer par la couleur en disant cette boule, elle est, je sais pas, rouge. Et s'il y avait une couleur qui serait mieux pour toi, ce serait quoi? Ah, ce serait jaune. OK, donc quand cette boule, elle est jaune, est-ce que ça change la matière? Est-ce que ça change la taille? Est-ce que ça change le poids? Et de pouvoir comme ça faire évoluer cette représentation. Donc ça, c'est une façon de faire qui marche très bien avec les enfants. Pour ta voisine, elle a une image de ce Père Noël. Donc, de pouvoir regarder cette image de ce Père Noël qui lui fait peur et de prendre cette image. Et donc là, la sous-modalité de la représentation de l'image, c'est de savoir comment elle se la représente. Est-ce qu'elle se la représente en grand? Est-ce qu'elle se la représente en haut? Est-ce que ce Père Noël, il est à côté d'elle? Où est-ce qu'il est dans son esprit, en fait, dans la façon dont elle le représente? Et avec ça, on peut jouer. C'est-à-dire que si l'image, elle est juste là, souvent ce qui fait peur, c'est l'image qui est en l'air, qui nous écrase, qui nous vient par au-dessus, qui s'avance, ça fait peur. Mais n'importe qui, tu lui mets un énorme Père Noël qui arrive comme ça par au-dessus, tout le monde a peur. Donc, l'idée, c'est de prendre cette image et de lui demander de la reculer, de l'éloigner, de rétrécir la taille de l'image, de enlever les couleurs de l'image, la mettre en noir et blanc, de pourquoi pas flouter cette image, de la descendre par terre, de changer toutes les modalités, c'est ça, les sous-modalités de la représentation de cette image pour qu'elle perde son impact émotionnel. Et le cerveau, il fonctionne de telle façon que quand l'image, elle est grande, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de lumière et elle est proche, ça a beaucoup plus d'impact que quand elle est loin, elle est en noir et blanc, elle est en petit, elle est derrière nous et elle est floue, ça n'a plus d'impact. Donc, de la même façon que quand on veut amplifier quelque chose, par exemple pour un ancrage, et qu'on a une image d'un truc hyper sympa, on peut le rapprocher, on peut remettre des couleurs dedans, on peut remettre de la lumière, on peut agrandir le cadre de cette image, et du coup, l'impact positif, il devient plus grand aussi. Oui, d'accord, ok. Donc, ça peut être une façon de travailler sur ces peurs-là, de travailler sur la représentation qu'elle en a, sur les sous-modalités de la représentation qu'elle en a. C'est clair pour vous, sinon, les sous-modalités, en général? Oui. D'accord. Est-ce que vous aviez, vous, d'autres questions? Ou est-ce que ça va? Alors, je vais peut-être répondre aux questions des autres. Donc, en général, les retours qui m'ont été faits, c'est « Oh là là, le signe, ça marche trop bien !» Vraiment incroyable, comment on a vite une réponse, comment on a vite un signaling, comment les enfants, ils adhèrent tout de suite, ce qui est vrai. Alors, c'était Manon qui me disait « J'ai utilisé un désancrage, mais pas de changement. Un enfant avec qui j'ai un peu tout essayé, mais ça ne donne rien. Donc, difficile à cerner la cause réelle de la problématique, école, angoisse de la séparation. » Donc, peut-être qu'à ce moment-là, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui a peur d'aller à l'école ou qui a voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit là, et bien peut-être que ça peut être intéressant de s'attaquer directement au problème qu'il y a à l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement à l'école? Qu'est-ce qui fait qu'il a peur d'aller à l'école? Qu'est-ce qu'il n'aime pas à l'école? Pour voir s'il n'y a pas un problème déjà dans lequel il est possible d'intervenir de façon réelle dans sa vraie vie à l'école. Parce que les enfants, ils peuvent avoir des problèmes à l'intérieur d'eux, mais ils peuvent aussi avoir des problèmes à l'extérieur sur lesquels ils n'ont pas de choses qu'ils peuvent faire. Donc, ils peuvent avoir besoin que nous, on intervienne en prévenant les parents, en faisant ce qu'il y a à faire. Et comme par exemple dans cet exemple avec ce garçon et son père, peut-être que lui, il peut réagir, et son père aussi, il peut faire quelque chose par rapport au grand frère, qu'il y a plusieurs angles d'attaque. Donc des fois, quand il n'y a rien qui se passe, c'est que on n'est pas forcément exactement à l'endroit où il y a le problème. Elle parle d'une petite fille de 9 ans qui venait pour la peur de ne pas dormir, ça a été mieux, et 3 mois plus tard, elle revient avec la nausée et phobie de vomir quand elle est dans son lit, ou le matin avant l'école. Donc, si c'est dans son lit le soir quand il y a école, ou le lendemain avant l'école, c'est peut-être qu'il y a quelque chose avec l'école. Donc, c'est quoi avec l'école? C'est quoi qui pourrait la rassurer sur l'école? C'est quoi qui lui fait peur à l'école? Et plus finalement on a la précision de ce qui se passe, plus on va pouvoir proposer un outil qui va être adapté à ce dont elle a besoin. Parce que si c'est juste lui enlever sa peur de vomir, et qu'il n'y a rien par rapport à ce qui lui cause cette peur-là, ça peut ne pas fonctionner. Donc, est-ce que c'est des camarades qui lui font peur? Est-ce que c'est sa maîtresse? Est-ce que c'est les notes? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est
Ça peut être n'importe quoi, en fait. Donc, de pouvoir un petit peu enquêter là-dessus, surtout si elle a 9 ans, ça peut être bien de lui poser des questions. Et même si elle ne répond pas, de pouvoir calibrer sur son visage où est-ce que ça se passe pour elle. Voilà, donc ça, c'était Manon. Et Valérie qui me disait, oui, concernant les 3 dessins, j'ai eu le retour d'une maman qui m'a dit que sa fille n'avait absolument pas voulu les accrocher dans sa chambre. Elle a demandé à les signer une fois chez elle, mais refus total de les installer. Donc, la petite fille a 3 ans et demi. Peut-on parler de résistance dans ce cas-là? Sachant qu'elle était très contente et impatiente de revenir. Donc, les dessins, on n'a pas d'obligation de les accrocher, surtout les 3. En fait, l'idée, c'est de pouvoir donner à chacun une place différente. Le premier qui représente le problème, on peut le déchirer, on peut le réduire en miettes. Celui qui représente l'objectif, on peut en effet, le problème résolu, on peut en effet l'accrocher. Et celui qui représente la solution, le moyen d'y arriver, on peut en faire ce qu'on en veut. Donc, accrocher les 3, ce n'est pas forcément nécessaire. Ça peut être un des 3. Et ça peut être aussi, pas forcément les accrocher, ça peut être pourquoi pas mettre sous son oreiller ou une question clean. La question du clean langage par rapport à ça, c'est placer ce dessin là où il doit être. Donc, si c'est à la poubelle, bah, c'est à la poubelle. Si c'est sous l'oreiller, c'est sous l'oreiller. Donc, on peut proposer à l'enfant de le mettre là où il doit être. Après, à 3 ans et demi, bon, non, je ne pense pas qu'on peut parler de résistance, mais que c'est peut-être qu'elle n'a jamais peut-être elle-même accroché un dessin quelque part, donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément très élaboré pour elle. Je dirais que c'est ça. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y avait des précisions que vous vouliez sur des outils comme Fanny l'a fait ou des choses qui ne sont pas tout à fait claires, ou est-ce que le reste, ça va? Le reste, ça va. Le reste, ça va? Je pense qu'il y aura des questions au fur et à mesure, qu'il y ait des situations nouvelles qui vont arriver, qui vont… Voilà. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à les poser sur le groupe Facebook ou par mail à moi directement, ou sur le groupe pour que comme ça, tout le monde profite de la question et de la réponse. Ça permet de s'enrichir les uns les autres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi, sur les autres personnes que j'ai vues entre-temps? Clac. Il y avait l'histoire de l'arbre de l'injustice. Je vous ai parlé de ça ou pas? C'est un outil qui est utilisé par Lise Bartoli dans un de ses livres. Elle parle de cet arbre, de l'arbre de l'injustice, que souvent les enfants, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi c'est assez fréquent, les parents disent, voilà, cet enfant, il ne supporte pas l'injustice. Moi non plus d'ailleurs, après qui supporte l'injustice, je ne sais pas, mais les enfants peuvent être particulièrement sensibles à cette notion d'injustice, et notamment par rapport à l'école, et quand il y a des enfants qui sont pris en tête de turc par les professeurs ou par les autres élèves, ça peut leur créer un sentiment vraiment de frustration, d'injustice, de colère qui est difficile à calmer. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Donc, l'idée, c'est soit de trouver un vrai arbre, donc selon où est-ce que les gens ils habitent, ils ont un arbre dans leur jardin, pourquoi pas un vrai arbre, soit de dessiner un arbre qui est l'arbre de l'injustice et dans lequel il y a un trou, vous savez, comme les trous des hiboux, qui est au milieu de l'arbre. Et dans ce trou-là, on peut dire toutes les injustices qu'on a vécues pendant la journée. On peut confier à cet arbre, tout ce qui nous est arrivé. Et donc, soit c'est un vrai arbre et on lui parle, soit c'est un arbre qu'on dessine, avec des couleurs particulières, avec une forme qu'on aime bien, etc. Et avec ce petit trou qui est comme une oreille qui permet de confier et de faire sortir toutes ces situations d'injustice. Et cet arbre, c'est un arbre un peu magique parce qu'une fois qu'on lui a dit tout ce qu'on avait sur le cœur, eh bien, on peut poser son oreille sur son écorce ou là, à cet endroit du trou, et il va nous dire quelque chose. Il va nous dire quelque chose qui va nous apaiser, qui va nous faire du bien, qui va nous aider dans cette situation. Donc, l'idée, c'est qu'un petit peu l'enfant, il rentre en contact avec son inconscient, avec sa partie sage de lui-même, qui va pouvoir lui donner un retour sur ce qu'il a vécu. Et c'est aussi une façon de valider et d'accueillir toutes les émotions qu'il peut avoir, en disant que cet arbre, de toute façon, le comprend et
et l'écoute et qui peut lui confier absolument tout sans qu'on lui dise « mais enfin non, c'est pas ça, mais qu'est-ce que tu crois, mais non, peut-être que c'est toi qui as fait une bêtise, c'est pas ta maîtresse, etc. » Là, voilà, on l'écoute de façon inconditionnelle. Donc, ça peut être un outil sympa à utiliser en séance ou pour que l'enfant l'utilise de façon autonome, voilà, dès qu'il en a besoin et qu'il puisse se confier de cette façon-là. Merci. Il y a aussi autre chose que j'aime bien proposer, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, c'est les enfants qui sont très en colère et qui ont beaucoup de choses comme ça sur le cœur aussi, ou qui reviennent de l'école très énervés, ce qui arrive quand même relativement souvent. C'est de proposer, donc soit avec le père, la mère, les deux, comme on veut, de prendre l'enfant par la main et de courir le plus vite possible en criant le plus fort possible, ensemble. Comme un espèce de rituel de déchargement de colère. Et c'est assez rigolo à faire. Voilà. Si vous avez des enfants sous la main, vous pouvez essayer, c'est marrant. Et de le conseiller à ceux qui viennent vous voir, parce que le fait qu'on le fasse ensemble et qu'on court et qu'on crie, du coup, on ne réfléchit pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ce qu'on veut, et ça soulage. Et donc, ça peut être un petit rituel, pourquoi pas, à faire sur le chemin du retour de l'école, ou une fois par semaine, le week-end, ou quand on a besoin, ou quand on sent qu'on en a trop. Aussi bien le parent que l'enfant, on se prend par la main et on hurle. Et on peut le faire 2-3 fois d'affilée, ça fait du bien. Ok, j'ai été déconnectée, si j'ai bien compris, on crie dans l'arbre, c'est ça, dans le trou? Alors non, c'est 2 choses différentes. J'ai rien compris de ce qui m'a manqué. Oui, c'était parti. L'arbre, en fait, on lui confie tout ce qui nous a causé souci, tout ce qu'on trouve injuste. Et une fois qu'on lui a tout dit, on met son oreille et on écoute ce qu'il nous répond. Ah, d'accord. L'idée, c'est de trouver une oreille attentive, compréhensive et soutenante à l'intérieur de cet arbre qui, justement, n'est que bienveillance et qui n'a absolument aucun jugement de valeur. Et l'autre petit outil, c'est de proposer aux enfants et aux parents qui sont un peu sur les nerfs. Des fois, les parents disent, je ne sais pas si ça vous arrive, ils disent oui, mon enfant, il a une grosse colère, etc. Et moi, je pars au quart de tour, donc c'est sûr que ça n'arrange pas les choses. Donc les deux sont bien, bien hauts, donc personne n'arrive à faire redescendre l'autre. Et donc dans ces cas-là, de pouvoir proposer de temps en temps, une fois de temps en temps, de prendre l'enfant par la main, de courir le plus vite possible dans une espèce de sprint et de hurler en même temps. D'accord, ok. Parce que alors, moi, j'avais un raccourci, j'avais le début d'une histoire et la fin de l'autre. On ne fonce pas dans l'arbre, on ne fait pas ça. On fait 2 choses différentes et 2 moments différents. L'idée, c'est de pouvoir, cette histoire de cri, c'est de pouvoir vraiment cadrer, c'est-à-dire on a le droit de crier, on a le droit de s'exprimer dans un certain contexte, à un certain moment donné, pour une certaine durée. Et le reste du temps, on ne fait pas ça. Parce que sinon, il y a une espèce de mélange entre exprimer ses émotions n'importe quand, n'importe comment, et puis soit pas du tout exprimer ses émotions et on a le droit de rien faire. Donc, l'idée, c'est d'offrir un cadre pour l'expression de ces émotions-là, qui sont des émotions un peu difficiles à accueillir. Donc, soit on les donne à un arbre, soit on les exprime en hurlant, soit on shoot dans un ballon dans le jardin, soit on fait aussi un dessin libre avec de la peinture en mettant des plastiques, des machins, des trucs, et on propose à l'enfant de faire une espèce d'expression libre de j'y vais, je fais ce que je veux et tout ça, dans ce cadre-là. Et du coup, ça lui permet dans le reste du temps de pouvoir contenir ce qu'il a besoin d'être contenu parce qu'il sait qu'il va pouvoir s'exprimer à un autre moment dans un autre endroit. Donc, ça apprend en fait à l'enfant d'exprimer les choses et de les exprimer à l'endroit où il faut. Un peu comme le caillou et la poupée. Voilà, c'est ça. Finalement. Alors, le caillou et la poupée, c'était pour passer d'une émotion à une autre. Donc, ça, c'est bien. Là, c'est plus dans le quotidien, comment on gère ces émotions qui arrivent. Et ben, l'idée, ce n'est pas de les étouffer toutes ou de les laisser sortir toutes, mais de les laisser sortir à un endroit, dans un cadre et dans un moment qui est OK pour tout le monde. Si on se met à hurler comme ça en plein milieu d'un repas, c'est pas bien, c'est pas cool. Mais par contre, si on hurle en faisant un petit sprint parce que c'est rigolo et que c'est ça qu'on a dit qu'on ferait, c'est tout à fait acceptable. Donc, de pouvoir trouver des biais pour exprimer ces émotions qui sont en général rejetées par les autres et qu'elles soient acceptées dans ces cadres-là. Bien sûr. C'est ça.
Ah Donc, de oui. proposer aux parents en disant, moi souvent ce que je dis c'est, bon, je ne sais pas comment est votre mode de vie, je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre famille, mais est-ce que vous pourriez envisager de pouvoir faire ça ou ça, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux pour que votre enfant il puisse à ce moment-là se sentir libre, se sentir autorisé à exprimer ce qui a besoin d'être exprimé et pour qu'ensuite il puisse être plus calme le reste du temps. Bien sûr. Ok. Bon, si ça vous va comme ça, est-ce qu'il y a autre chose, je ne sais pas, Non, est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ouais. Oui, Valérie? Oui, je voulais juste avoir un retour, moi, donc, du coup, de Sylvie, de Marlène et de Fanny, à savoir si la formation qu'on avait fait avait eu déjà un impact sur elle, sur les exercices. Parce que je me rappelle, avec Fanny, on avait travaillé sur la petite fille et voilà, savoir si ça avait eu, si elle avait une sensation différente. Des Voilà, exercices qu'elle faits a pendant été la fait. formation, tu veux dire? Des Oui, exercices oui, sur voilà, vous, c'est quoi. ça. D'accord. Oui, 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 exactement. Je me suis exprimée peut-être, Non, excusez-moi. non, oui, d'accord. Oui, oui, Donc voilà. justement, c'est parce que j'ai expérimenté avec toi cette petite fille-là et que ça m'avait beaucoup plu. C'est pour l'avoir expérimenté, en fait, et l'avoir vécu de façon très, très agréable et positive que je me suis sentie beaucoup mieux pour pouvoir le proposer. Et en fait, je l'ai proposé en étant tellement sûre de moi que ça marche et que c'est tellement super que c'est facile de le transmettre à d'autres. Et pour le coup, j'ai conscience que c'était parce que je l'avais vécu et bien Mm, vécu mm, que j'ai pu le faire de façon voilà, absolue. J'étais convaincue que ça allait marcher, donc forcément, ça a marché. mm. Ok. C'est simple, donc merci, oui, bien sûr. Oui, oui. Ok, super. Et puis moi, donc pour répondre à ta question, Valérie, je te rejoins, Fanny, hein, donc bien évidemment sur le fait de l'expérimenter, tout ce que ça apporte en confort après pour pouvoir le transmettre. Et sur le sujet même, d'avoir travaillé moi-même sur des sujets, oui, ça m'a fait avancer sur les sujets que j'ai abordés en formation. Voilà, j'ai continué à cheminer avec ça. J'ai encore des ancrages que je continue à utiliser parce que je suis encore dans certaines situations. Voilà, donc oui, oui, c'est encore là en tout cas. Ok, Ok, merci. super. Et Marlène, du coup? Je peux être très originale, hein. Je vais répéter un peu ce qui a été dit, hein. C'est sûr que de l'avoir expérimenté, ça met en confiance et du coup, moi, je ne me pose pas trop de questions en fait. Je reprends ce qu'on a fait, je relis tout ce qu'on a fait et puis après, j'y vais un peu au feeling aussi, hein. Bah oui, c'est ça, hein. Je vais même beaucoup au feeling pour être Bah honnête. oui. Ah ben oui. Voilà, et des fois, ça se fait tout seul. Et en jouant avec les enfants, vraiment, ça se fait tout seul. Et puis, on propose et ils sont assez cash pour te dire si c'est OK ou pas. Ouais. Quand ils sont partants, ils plongent tout de suite. Quand ils ne sont pas partants, donc, je travaille dessus. Ouais, ça se voit en fait quand ils Ouais, sont partants, ils ne sont pas du genre à faire semblant pour faire c'est plaisir, ça. parce qu'ils ont payé donc il faut bien qu'ils le fassent, ou pour toutes sortes de Ouais, c'est ça. raisons. Non, Mais ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. non, les enfants, c'est cash. Les C'est l'avantage ados, là. les ados, ils te regardent en disant elle a fumé la moquette, mais on va bien essayer. Ouais. Mais ouais, plutôt film. Ok, ok. Et toi, du coup, Valérie, tu as senti les effets sur toi des exercices? Oui, oui, mais oui, complètement en fait. C'est pour ça que je le disais, hein, parce que, bon, après, vu que j'ai fait la formation avec toi ce week-end, ça a fini d'appuyer dessus. Mais oui, moi, j'étais partie sur la procrastination du coup, et ça m'a vraiment apporté, je le sens, déjà, ça avait déjà débloqué pas mal à la première formation, mais à la deuxième encore plus, cette espèce de légèreté qui était vraiment ressortie, quoi, le mot légèreté, oui. Et je le sens. Je sens que je ne suis plus dans la même dynamique de la procrastination. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant que j'en fais beaucoup, beaucoup plus. Mais j'ai une autre vision. Enfin, je le ressens différemment. J'ai moins de jugement. Voilà, c'est ça. Bah Donc, super, je vois, super.
J'ai vraiment senti la différence, ouais. Même si, oui, le week-end dernier, c'était très assuré, donc c'était pas simple. Mais n'empêche que oui, très très bien. Ok, bon, bah, super. Voilà, merci Mm. beaucoup. Bah, génial, oui, comme vous disiez toutes, c'est justement en expérimentant, en sentant ce que ça fait sur nous qu'après, c'est vachement plus facile d'accompagner les autres puisqu'on sait à quoi s'attendre, on sait ce que ça fait, on connaît l'impact, donc on y va en confiance. Et au feeling, c'est bien, en confiance et au feeling, c'est déjà les deux éléments essentiels pour que ça se passe bien. Ok, bon, bah super. Bah, merci d'avoir été là. Du coup, merci d'avoir permis à cette session d'avoir eu lieu, du coup, pour que les autres puissent la regarder après. L'idée, c'est de pouvoir, je vais essayer de créer une page, en fait, avec toutes les sessions de supervision pour que vous ayez tout accès aux précédentes, aux suivantes, et que voilà, ça puisse enrichir les choses pour pouvoir regarder les différents groupes et les différentes questions qu'il peut y avoir au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, vous avez ce groupe pour poser les questions au fur et à mesure si elles viennent, ou pour partager vos réussites, vos expériences, vos expérimentations, peut-être de nouvelles choses ou de mix de différents protocoles, ce qui peut être intéressant aussi. Est-ce que tu pourrais renvoyer le lien? Parce que je crois que j'ai scratché un peu trop vite le message. Il y avait le lien pour le groupe Facebook. Oui, bien sûr, je vais te le renvoyer. Okay, j'ai celui de ce week-end, mais celui d'avant, j'étais un peu trop vite en besogne. D'accord, ok. Ça marche, je te le renvoie. Super. Bon, merci. Bon après-midi, bonne continuation, et puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie. Et au revoir. Merci à chacune. Au revoir. Merci, au revoir.